Alors, bonjour à tous. Une petite vidéo parce qu'il semblerait que ça pose problème à certains. Alors, c'est sûr que c'est mieux la classe en présentiel hein, que par ordinateur et à distance, c'est sûr. Donc, sur le début du chapitre 7, sur les entités stables, alors c'est la suite du chapitre 3. Donc, petite explication par vidéo. J'espère que ça sera que ce sera mieux. Enfin, vous me direz. Pour que vous puissiez faire les exercices et avoir moins de problèmes. Alors je vais essayer de... Donc je vais prendre les différents PDF que vous avez sur Pronote, hein, tout est sur Pronote, et annoter si nécessaire. Alors après, si vous avez des questions, n'hésitez pas par mail, par Pronote, il y en a qui le font déjà, donc pas de souci. Alors, vous revoyez le chapitre 3, c'est ce qu'on a fait sur l'atome, les molécules, les ions, etc. Et la structure électronique, c'est ça dont on va avoir besoin pour les ions et pour les atomes. Donc je vous ai remis les différents ions à connaître avec leur nom. Ensuite, alors ce dont il fallait se souvenir pour les structures électroniques. Alors par exemple, vous vous souvenez comme couche, hein, on a autour de l'atome, c'est un modèle, on a des couches, la couche 1, la couche 2, la couche 3, et les électrons de l'atome vont se mettre sur ces couches. Alors d'abord la couche 1s, ensuite la couche 2s, 2p, donc pour la couche 2, et ensuite 3s, 3p, et 3D, bon, celle-là, on n'en a pas parlé, hein, donc nous, on s'arrête à 3P. Et on met les électrons dessus. Alors, il se trouve que la couche 1 peut supporter 2 électrons. La couche 2 peut supporter 8 électrons, parce que la couche S peut supporter 2 électrons, et les couches P peuvent supporter 6 électrons. Et la couche 3, elle, peut en supporter 8 aussi ici. Donc du coup, si on a par exemple l'élément soufre, de numéro atomique, je vous rappelle, c'est nombre de protons, donc nombre d'électrons pour un atome, si ça vaut 16, la configuration ou structure électronique du soufre, ce sera 1s2. Quand c'est plein, on passe à celle d'après 2s, 2. Quand c'est plein, on passe à celle d'après, 2p, on peut encore en mettre 6. Ça fait combien? 6, 7, 8, 9, 10, il m'en reste 6, 3s2, 3p4. Donc voilà la structure électronique pour l'élément soufre. Alors, ce qu'on a vu aussi très important, c'est que les électrons qui sont sur la dernière couche, on les appelle des électrons de valence. Et cette dernière couche, donc ici la couche 3, est appelée la couche de valence. Ensuite, au niveau de la classification périodique, vous re-regarderez, hein, mais on a vu que sur la première ligne, on remplit la couche 1, sur la deuxième ligne, la couche 2, et sur la troisième ligne, la couche 3. Et l'autre chose super importante, c'est les colonnes. On se rend compte que dans la première colonne, on a toujours un électron de valence, donc sur la dernière couche. Deuxième colonne, 2 électrons de valence. 13e colonne, alors on saute de la 2 à la 13, donc vous prenez la 13, vous enlevez le 1, ça fait troisième colonne. Hein. On a 3 électrons de valence. Couche 14, 4 électrons de valence, etc. Et dernière couche, alors dernière colonne, pardon, attention, la 18e colonne. Alors là, c'est pas 8 électrons de valence partout, il y a une exception, c'est l'hélium ici, où il y a 2 électrons de valence, mais c'est la couche 1s complètement remplie. Et pour le néon et l'argon, on a 8 électrons de valence sur la couche 2 pour la deuxième ligne et 3 pour la troisième ligne. Donc ça, on avait vu, ça sert à quoi? Ça sert si par exemple on vous donne un atome avec son numéro atomique, vous pouvez en déduire sa structure électronique et en fonction de sa structure électronique, vous saurez dans quelle ligne et dans quelle colonne il est. Par exemple ici pour le carbone, on remplit la couche de valence, hein, c'est la deuxième couche en dernier, d'accord? Donc il sera dans la deuxième ligne. On regarde le nombre d'électrons de valence, sur la couche 2, on a 2s2, 2p2, donc ça fait 2 et 2, 4. Il sera donc dans la 14e colonne. Dernière petite chose, hein, mais que j'écris après. Dans la classification périodique, on classe les éléments par famille, alors c'est par colonne. Donc là, je vous les ai remis, je vous les ai mis plutôt parce que ça, on ne l'avait pas vu. Donc on a la première colonne, on les appelle les alcalins, donc c'est ceux qui ont un électron de valence. Les deuxième colonne, c'est les alcalinotéreux, 2 électrons de valence. La dernière, alors c'est celle-là la plus importante, hein, cette dernière colonne, c'est les gaz rares. Donc les gaz rares, on va en parler juste après. Et la 17e colonne, c'est les halogènes, fluor, chlore, brome, iode, astate. Donc ça, c'est des éléments artificiels, on s'en fiche hein, ici. Les halogènes, ici, ont 7 électrons de valence, tous. Alors, je vous ai rappelé aussi ce qu'était une molécule. Hein, vous savez, un assemblage d'atomes, au moins 2 atomes.
jusqu'à une infinité d'atomes. Et ce qui est très important, ce dont il faut se souvenir, c'est qu'une molécule, c'est un assemblage d'atomes, que ces atomes sont neutres, et donc forcément, si les atomes sont neutres, bah, la molécule sera neutre. Donc très important avec des exemples de molécules. Alors, on passe à ce qui nous intéresse dans ce chapitre-là, ce qu'on appelle la stabilité de différents éléments. Alors, je vous avais demandé de faire une activité qui s'appelle éléments et stabilité, puis de regarder la correction. Alors moi, je vais prendre la correction directement pour regarder un petit peu ce que vous aviez, essayer d'éclaircir peut-être les choses. Alors, vous aviez un document sur ce qu'on appelle les gaz nobles ou les gaz rares, dont je viens de parler, hein, ceux de la dernière colonne de la classification périodique, un petit texte humoristique à lire, et à partir de là, différentes questions en rapport avec ça. Alors, première question citée dans le texte, hein, tout était là, les différents gaz nobles. Alors, vous avez l'hélium, le néon, l'argon, le krypton et le xénon. Alors, on les retrouve dans la classification périodique au niveau de cette dernière colonne, hélium, néon, argon, krypton, xénon. Alors il y a aussi le radon et l'organesson, mais celui-là c'est un élément artificiel. Hein. Le radon, vous en avez peut-être déjà entendu parler en ce qui concerne la radioactivité. Donc voilà ces gaz rares. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces gaz rares? C'est ça qui nous intéresse. Alors on vous demandait quelle est la propriété chimique remarquable des gaz nobles ou des gaz rares. Bah, si vous avez bien lu le texte, on dit qu'ils sont inertes chimiquement. Inerte chimiquement, ça veut dire quoi? Bah, inerte, c'est quoi quelqu'un qui est inerte? C'est quelqu'un qui ne bouge pas. Quelqu'un qui ne bouge pas, c'est quelqu'un, il ne se passe rien pour lui. Bah, les gaz nobles, c'est exactement ça. Il ne se passe rien pour eux. C'est-à-dire qu'ils existent sous forme atomique, donc il y a des atomes d'hélium qu'on peut trouver, et ces atomes d'hélium, ils vont rester sous forme d'atomes d'hélium. Ils ne vont pas former de molécules, ils ne vont pas former d'ions, ils vont rester comme ça. D'accord? Donc, ils ne vont pas réagir avec rien. Ils ne vont pas donner de réaction chimique. On dit qu'ils sont, et c'est ça qui est très important du coup, ils sont très stables. Très stables parce qu'il ne se passe rien pour eux. Donc, ils vont rester comme ça. Il ne va rien leur arriver. Ils ne sont pas inflammables, ils ne sont pas explosifs, ils vont réagir avec rien. Donc, c'est quand même assez remarquable. Et c'est remarquable parce que tous ceux de cette 18e colonne vont avoir les mêmes propriétés, à savoir aucune propriété chimique, dans le sens ils vont réagir avec rien. Ils vont réagir avec personne. Deuxième question un peu à la marge, hein, mais qu'est-ce qu'un mauvais conducteur en physique? Alors là, il y avait le texte humoristique où on parlait de conducteur de voiture, mais là évidemment c'est pas ça, c'est conduire la chaleur ou surtout l'électricité. Donc un mauvais conducteur, ça s'appelle un isolant en chimie et ça conduit très mal l'électricité, la chaleur, etc. Alors, chose très importante, on vous demandait la particule de l'atome. Alors vous connaissez quoi? Proton, électron, neutron, dont le nombre influe sur la stabilité. Alors si vous avez bien lu le texte, il y avait cette phrase. On vous dit inerte et on vous envie votre stabilité, donc au gaz rare. De nombreux éléments tentent même de vous imiter en adoptant ou en abandonnant des électrons. Donc c'est qui la particule qui va jouer sur la stabilité? C'est les électrons et leur nombre. Donc tout va se faire autour du noyau atomique, hein, avec des électrons qu'on va perdre, qu'on va gagner, etc. Ça doit vous rappeler des petites choses. Un petit truc à ce moment-là, hein, on ne touchera jamais, en tout cas pas comme ça, au noyau atomique. Donc nombre de protons, nombre de neutrons ne changeront pas. Ah, alors là, je vous ai mis une petite vidéo dans la correction, hein, on vous parle dans le texte de la catastrophe du Hindenburg, donc c'était un dirigeable allemand, donc c'était en 1937, avant le début de la guerre. Ils étaient très fiers d'avoir fabriqué un dirigeable et il y avait un premier vol aux États-Unis. Et le problème, c'est que le dirigeable a pris feu. Donc je vous ai mis la vidéo assez impressionnante. En quelques secondes, il a pris feu complètement. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il était gonflé au dihydrogène. Alors le dihydrogène, c'est un gaz, hein, on a déjà parlé, avec 2 atomes d'hydrogène, H2. Et il se trouve que ce gaz, si on le mélange à du dioxygène, il va prendre feu. C'est un mélange explosif, c'est ce qu'on appelle le mélange tonnant, et ça va former de l'eau. Alors oui, l'eau, c'est pas grave, mais par contre, H2 plus O2, ça explose. Alors pourquoi je vous demandais ça et pourquoi on en parle? Parce que de nos jours, les dirigeables reviennent à la mode, il y en a eu après, mais on les a plus du tout gonflés avec du dihydrogène. Alors pourquoi on les gonflait avec du dihydrogène? Parce que le dihydrogène, c'est le gaz le plus léger qui existe. Donc, c'était pratique pour faire voler un dirigeable. Or,
comme il était explosif, on l'a remplacé par un gaz, le deuxième de la classification périodique, hein, si on regarde. Donc hydrogène, c'est là, et ça forme du dihydrogène. Donc lui, il n'est pas stable chimiquement, hein, puisqu'il va former une molécule. Et l'hélium, il est là. Et lui, il est stable chimiquement, donc c'est un gaz rare, et il est aussi super léger. Donc du coup, on a remplacé par l'hélium, c'était plus pratique. Alors ensuite, je vous demandais des domaines où on utilise les gaz nobles. Il y avait des photos, il y en avait dans le texte un petit peu. Après, vous en connaissiez peut-être. Alors dans les lasers, c'est des gaz rares, hélium, néon. Dans les ampoules maintenant, même les ampoules économiques, le gaz qui est autour, enfin à l'intérieur bien sûr, mais qui est inerte, donc qui ne pose pas de problème, argon et krypton en général. Les tubes pour la lumière qu'on appelle tubes néon. Alors ceux-là, ils sont rouges. Maintenant, c'est plus vraiment du néon à l'intérieur. Les phares pour les voitures récentes, phares au xénon qui sont très très blancs. En plongée, on met de l'hélium dans les bouteilles, pas tout seul évidemment, mais on met de l'hélium. Et pour ceux qui connaissent, dans la recherche, dans les labos de recherche, en biologie, chimie, etc., parfois on travaille en atmosphère inerte, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de dioxygène, et donc on remplace l'air par de l'argon. Si on a à travailler en atmosphère inerte sur des bactéries, par exemple, qui ne doivent pas être en contact avec du dioxygène ou des choses comme ça, on travaille en atmosphère dite inerte, donc avec des gaz rares. Bon, alors, pourquoi les gaz rares? Alors d'abord, chose à retenir de cette première partie, ils sont stables, ils sont inertes chimiquement, il leur arrive rien. Donc c'est ça ce qui est intéressant. Alors après, je vous demandais de regarder un petit peu les ions qu'on peut former à partir des atomes, de certains atomes. Alors déjà, petit rappel, les ions qu'on appelle monoatomiques sont des ions formés à partir d'un seul atome. Par exemple, Cu qui donne Cu2+, donc c'est un ion monoatomique, Cu2+. Et comment on fait? On prend un atome et soit cet atome perd des électrons, soit il gagne des électrons. L'important, c'est de retenir que ce sont des électrons qui sont gagnés ou perdus. Alors, on va voir dans cette activité-là que il y a des règles qui vont apparaître quant à la formation des ions. Alors, je vous demandais de remplir ce tableau. Alors, attention, là, il est rempli complètement. Mais ça marchait comment? Vous aviez les éléments chimiques. Grâce à la classification que je vous avais donnée, ou que vous pouviez trouver, il fallait trouver leur nom, le nom de ces éléments chimiques. Ensuite, trouver leur numéro atomique dans la classification périodique et donner leur structure électronique. Donc ça, c'était chapitre 3. Okay. Donc voilà la structure électronique de tous les éléments que vous aviez ici. Ensuite, je vous donnais la formule des ions qui se formaient à partir de ces éléments chimiques. Vous remarquez que les gaz rares, hélium, néon et argon, ne forment pas d'ions. Non, ils sont inertes, ils sont stables. Et je vous demandais de trouver la structure de ces ions. Alors, un petit détail, au niveau de l'hélium, du néon et de l'argon, vous remarquez leur structure électronique. 1s2 pour l'hélium, donc première couche complètement remplie. Néon 1s2, 2s2, 2p6. Deuxième couche complètement remplie, 8 électrons de valence. Argon 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Troisième couche complètement remplie avec 8 électrons de valence. Okay. Alors, si on regarde, je vais prendre un exemple, le magnésium. Après, ça marche pareil. Le magnésium, en numéro atomique, 12. Donc, 12 électrons. Donc, si on remplit la structure électronique, ça nous donne 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Donc 6, 7... pardon, je dis des bêtises. Dernière couche, c'est la troisième. J'ai mis en couleur en plus. Et du coup, 2 électrons de valence. Qu'est-ce qui se passe? Si je vous dis qu'ils forment Mg2+, ça veut dire que pour arriver à partir de Mg à Mg2+, l'atome a perdu 2 électrons. Lesquels il va perdre? Ces deux-là. Les deux qui sont au niveau de la troisième couche. Donc, on va perdre ces 2 électrons-là et il va nous rester 1s2, 2s2, 2p6. Donc, que vous avez ici. On fait pareil pour tous les autres. Donc, on se demande à chaque fois si on gagne des électrons, si on perd des électrons. Alors, je vous rappelle que quand on forme un ion négatif, c'est que l'atome a gagné des électrons. Ici, l'oxygène a gagné 2 électrons. Donc, on va rajouter 2 électrons à cette structure électronique-là. Donc, ça va faire 1s2, 2s2, 2p, 4 plus 2. Donc, ça fait 2p6. On arrive à ça. Alors, si on regarde un petit peu, regardez les structures électroniques des ions qui sont formés. Il y a 3 structures électroniques qui se dégagent. La violette, là, 1s2. Ah tiens, c'est la même que celle de l'hélium. La rouge, 1s2, 2s2, 2p6. C'est la même que celle du néon. Et la dernière ici, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, c'est celle
de l'argon. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, les ions qui se forment, c'est pas n'importe lesquels. Pourquoi on forme ces ions-là et pas, par exemple, Li3+? Pourquoi on forme Li+, et pas Li-? D'accord? Pourquoi? Parce que ces ions-là qui sont formés, ils sont stables. Et pourquoi ils sont stables? Parce qu'ils ont la même structure électronique que le gaz rare le plus proche d'eux. Alors, Li, le lithium, il a 3 comme numéro atomique, c'est 3. Donc, si on regarde, le lithium, il est ici. Donc, le lithium, il est là. Quel est le gaz rare le plus proche de lui? Alors, si je vais dans ce sens-là, c'est le néon. Mais alors, vous voyez tout ce que je dois traverser. Mais si je vais en arrière, c'est l'hélium juste avant lui. Parce qu'après l'hélium, je passe ici. Donc, le gaz rare le plus proche, c'est l'hélium. Donc, le lithium, pour être stable, il n'est pas stable. Pour être stable, il va essayer d'avoir la structure électronique de l'hélium. Si je prends l'oxygène, il est là. Quel est le gaz rare le plus proche? Alors, si je vais en arrière, c'est l'hélium, alors c'est loin. Si je vais en avant, c'est le néon, il est tout près. Il est à 2 cases. Donc, du coup, il va essayer de ressembler au néon qui est ici. Et on regarde, oxygène, il va former O2-, 1s2, 2s2, 2p6, et c'est la structure électronique du néon. Donc, les atomes, si on regarde, ils n'ont pas la structure électronique d'un gaz rare. Donc, on va dire qu'ils n'ont pas leurs propriétés. Ils ne sont pas stables. Pour être stables, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont perdre ou gagner des électrons pour donner des ions. Et ces ions, ceux qui vont se former, auront la structure électronique du gaz rare le plus proche. Et donc, seront stables. Donc, les ions qui vont se former sont ceux qui vont avoir la structure électronique du gaz rare le plus proche. Attention, pas n'importe lequel. Il faut que ce soit le plus proche parce que sinon, il faut perdre trop d'électrons. Alors, comment ça s'appelle? On parle de la règle du Duhet et de la règle de l'octet. C'est-à-dire que ceux qui sont le plus proches, donc c'est ici le cas du lithium et du beryllium, ceux qui sont le plus proches du néon dans la classification périodique vont essayer d'acquérir sa structure électronique, donc donner des ions qui vont donner la structure électronique de l'hélium. Or, la structure électronique de l'hélium, c'est 2 électrons sur la couche 1, sur la couche 1s, donc on parlera de duet d'électrons pour 2. Les autres, vous remarquez, la structure électronique, c'est 6, 7, 8 électrons sur la couche 2 ou 6, 7, 8 électrons sur la couche 3. Donc on parlera d'octet. Octet pour 8, pensez à octogone, etc. Et octet pour la mémoire, pour les ordinateurs. Donc on parle de règle de l'octet pour les autres qui vont essayer d'acquérir soit la structure du néon, s'ils sont proches du néon, soit de l'argon, s'ils sont proches de l'argon dans la classification périodique. Donc voilà les règles de stabilité. On dira que les gaz rares sont stables parce qu'ils ont 2 électrons sur leur couche externe pour l'hélium ou 8 électrons sur leur couche de valence, Avant, on disait externe. Donc, couche de valence pour le néon et l'argon. Et donc, un élément ou un ion sera stable si il respecte ces règles-là. Donc, soit 2 électrons sur sa couche de valence pour la règle du Duhet, pour ceux qui sont proches de l'hélium, ou 8 électrons sur sa couche de valence pour les autres. Donc, voilà pour cette petite activité. J'espère que c'est plus clair. Si on passe maintenant, donc je vous mettais une synthèse de tout ça. La synthèse que vous avez ici. Alors, sur les ions stables. Donc, je vous ai remis ici la règle du Duhet et de l'octet. Donc, les gaz rares ont soit pour l'hélium 2 électrons sur leur couche de valence externe et 8 électrons sur la couche externe pour néon et argon, ou couche de valence, c'est la même chose. Alors, voilà, du coup, c'est peut-être ça qu'on va réexpliquer. Les éléments qui ne sont pas stables, donc qui n'ont pas la structure, regardez par exemple ici, lithium, beryllium, bore, azote, oxygène, fluor. Donc on est dans la deuxième ligne de la classification périodique, sauf l'hélium qui est dans la première, attention, donc voilà la deuxième ligne. Dans ce cas-là, ils ne sont pas stables, ils n'ont pas la structure du gaz rare, sauf l'hélium, 1s2, et le néon. Alors, le gaz rare le plus proche, donc par exemple pour le lithium, c'est l'hélium. Il est juste avant. Okay, donc le lithium va essayer d'avoir la structure électronique du gaz rare le plus proche, c'est-à-dire 1s2. Donc structure de l'élément dans son état le plus stable, ce serait 1s2 pour respecter la règle du Duhet. Pareil pour le beryllium, le plus proche, c'est l'hélium. Et pour le bore, le plus proche, c'est l'hélium. Donc ils vont tous essayer d'acquérir 1s2. Pour ça,
le lithium, bah, il a sa structure électronique, c'est 1s2, 2s1, donc il faudrait qu'il perde cet électron-là, qui est sur la couche 2s. Donc du coup, il faut qu'il perde un électron. Donc Li qui perd un électron, ça donne Li+. Le beryllium, il a 2 électrons en trop pour arriver à 1s2. Donc, il faut qu'il perde ses électrons. Be moins 2 électrons, ça donne Be2+. Pour le bore, il a, attention, sur la couche 2, 2s2, 2p1, donc il a 3 électrons en trop. Donc il va perdre 3 électrons pour former le ion B3+. Alors le carbone, il est au milieu, donc il ne peut pas perdre ou gagner suffisamment d'électrons, parce que soit il faut qu'il perde 4 électrons, soit il faut qu'il gagne 4 électrons pour aller vers le néon. Or, on ne peut pas dépasser 3 électrons, retenez ça. On ne va pas dépasser 3 électrons gagnés ou perdus. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, vous verrez s'il y en a qui continuent plus tard, mais pour nous, on va considérer que 3 électrons, c'est déjà énorme d'en gagner ou d'en perdre 3. Si je passe de l'autre côté, pour l'azote, oxygène, fluor, ceux-là, ils sont plus proches du néon. Donc, eux, si on regarde leur structure électronique, l'azote, 2s2, 2p3, on est sur la couche 2, lui, il devrait acquérir la structure du néon, c'est-à-dire 1s2, 2s2, 2p6. Entre cette structure et celle-ci, il y a 3 électrons qui manquent. Donc l'azote va devoir gagner 3 électrons pour aboutir à cette structure-là. Et donc, N plus 3 électrons, ça fait l'ion nitrure, N3-. Pour l'oxygène, 2s2, 2p4, il lui en manque 2 pour arriver à la structure du néon. 2s2, 2p6. Donc, il va devoir gagner 2 électrons pour former O2-. Pour le fluor, 2s2, 2p5, il lui en manque 1 pour aboutir à 2p6. Donc, il gagne un électron pour former F-. Donc, on se demande toujours combien d'électrons doivent être gagnés ou perdus pour aboutir à la structure électronique du gaz rare le plus proche. On regarde quel est le gaz rare le plus proche dans la classification périodique. Ou on regarde la structure. Là, on voit que la structure la plus proche, c'est celle-ci. Là, on voit que la structure la plus proche, c'est celle-ci. D'accord ? Il faudrait gagner trop d'électrons pour passer de là à là. Donc, la première possibilité pour des éléments qui ne sont pas stables, des atomes qui ne sont pas stables, pour devenir stables, c'est de former des ions. Ça, c'est la première chose. Alors, pour les éléments de la troisième ligne, c'est exactement pareil. Donc, ça commence au sodium, Na, pour arriver à l'argon, le gaz rare de la troisième ligne, à la 18e colonne. Et le néon, c'est celui qui est juste avant, donc à la ligne d'avant. Mais je l'ai mis avant pour que vous voyez. Donc, sodium, magnésium et aluminium, eux, vont être plus près du néon. Donc, vont essayer d'acquérir la structure du néon. Et on voit, donc c'est en bleu ici, qu'ils ont des électrons en trop. Donc, on va perdre des électrons pour former les ions stables. Pour ceux qui sont de l'autre côté, phosphore, soufre et chlore, ils sont plus près de l'argon. Donc, eux, pour arriver à la structure de l'argon, ils vont devoir gagner des électrons. Donc ici, 3, 2, 1. OK ? Alors, ça, c'est pour être stable et former des ions. Il y a une deuxième possibilité qu'on va voir dans la deuxième partie, c'est que les atomes, pour être stables, ils forment des ions. Mais si ce n'est pas possible, alors c'est le cas du carbone, par exemple, et du silicium qui est au milieu ici. Le silicium et le carbone, ils ne forment pas d'ions. Ils vont avoir une autre possibilité, les pauvres, parce que sinon, ils ne seront jamais stables, et c'est problématique. Ils vont former des liaisons. Alors, on parle de liaisons, vous allez voir, pour former des molécules. Donc ça, c'est la deuxième possibilité pour un atome pour réussir à être stable. Donc, on va voir ça dans la suite. Donc j'espère que c'est plus clair pour la lecture des tableaux, etc. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, et je vous ai mis une petite vidéo récapitulative et des exercices d'application. Alors le 29, il sera à rendre, mais à rendre pour mardi. Parce que lundi, je vais vous mettre les corrections des exercices. Comme ça, peut-être que ce sera plus clair pour vous de savoir un petit peu comment ça se passe. Alors, pour finir là-dessus, il y a un exercice que je vous ai donné qui s'appelle application duet et octet. Alors celui-là, je vais le prendre quand même, exceptionnellement. Alors, vous aurez la correction que j'ai ici, lundi. Mais on vous parle d'un dentifrice dans lequel vous avez du fluor et du calcium, visiblement. Et ça garantit à vos dents une meilleure protection. Mangez pas trop de bonbons en ce moment, même si vous êtes cloîtré chez vous. Alors, on vous demande d'abord, dans les données, vous avez des numéros atomiques ici, pour le sodium, le fluor et le calcium. Déterminer la structure électronique des atomes. Alors ça, c'est chapitre 3. Le sodium Z égale 11, donc 11 protons, donc 11 électrons. Donc on répartit sans se tromper sur les couches
pour avoir la structure électronique du sodium. Donc d'abord un S, ensuite 2S, 2P, ensuite 3S, 3P, etc. Donc on arrive à cette structure-là, avec du coup un électron de valence. Pour le fluor, on fait la même chose avec 9 électrons et on arrive à 5, 6, 7 électrons de valence. Alors, comment déterminer les ions stables à former? C'est ce qu'on vient d'expliquer. Ici, le sodium, sa structure électronique, elle est plus proche de quelle structure électronique de gaz rare? Les structures électroniques des gaz rares, c'est 1s2. Non, là, on est loin. Hein. D'accord. C'est 1s2, 2s2, 2p6. Ah, là, on n'est pas loin pour le néon. Okay. Donc, il suffirait que ça, là, le 3s1, on l'enlève. Okay. Donc, il faudrait que le sodium perde un électron. Donc, si Na perd un électron, on arrive à Na+. Et ça ferait combien d'électrons? 11 moins 1, 10 électrons. Et on aurait bien 1s2, 2s2, 2p6. Pour respecter la règle de l'octet. 6, 7, 8 électrons sur la couche externe. Pour le fluor, on regarde, lui c'est pareil. La structure électronique du gaz rare le plus proche, ce serait 1s2, 2s2, 2p6. Et là, on est à 2p5. Donc, ce serait le néon également. Regardez la classification périodique si vous n'êtes pas sûr. Hein. Et donc, il manque un électron à F pour arriver à 2p6. Donc, le fluor va cette fois, lui, gagner un électron pour arriver à 1s2, 2s2, 2p6. Donc, lui aussi va respecter la règle de l'octet et donner l'ion F-, donc il gagne un électron, pour avoir 1s2, 2s2, 2p6. Voilà, voilà. Donc, c'est ça qu'il faut savoir faire. Quel ion stable on va pouvoir former. D'accord? Et autre chose à savoir faire aussi, si on vous donne la formule de l'ion stable, vous pouvez en déduire quelle était la formule de l'atome. D'accord? Puisqu'il a gagné ou perdu, etc., etc. Et ensuite en déduire sa position dans la classification périodique. Parce que si vous savez, alors je vais reprendre ma classification périodique. Si je suis par exemple ici, pour le beryllium, pour le magnésium, pour le calcium, je sais que le gaz rare le plus proche, c'est celui qui va être de l'autre côté ici. À combien de cases? 1, 2 cases avant. Donc le beryllium, lui, pour être stable, il va perdre des électrons. Il va en perdre 2 pour pouvoir avoir la structure du néon. Le magnésium va en perdre 2 pour avoir la structure... Ah pardon, je dis des bêtises. Le beryllium va en perdre 2 pour avoir la structure de l'hélium, qui est juste en haut. Et le magnésium va en perdre 2 pour avoir la structure du néon. Le calcium va en perdre 2 pour avoir la structure de l'argon. D'accord? Donc ça veut dire que si vous savez que l'ion calcium, c'est Ca2+, vous ne savez pas où il est dans la classification périodique, c'est Ca2+, et vous savez que sa structure à Ca2+, c'est celle de l'argon, vous en déduisez forcément que le calcium est dans la deuxième colonne. Parce que tous ceux de la deuxième colonne vont perdre 2 électrons pour être stables. Tous ceux de la première colonne vont perdre 1 électron pour être stables. Tous ceux qui sont ici, là, par exemple, déjà, bore, aluminium, eux, ils sont à, on ne tient pas compte de ce trou, là, hein, eux, ils sont à 3 cases, d'accord? Donc, ils vont perdre 3 électrons. L'azote, le phosphore, eux, c'est dans l'autre sens. 1, 2, 3, 3 cases, mais de l'autre côté. Donc, pour être stable, ils vont gagner des électrons pour ressembler au gaz rare le plus proche. L'oxygène, le soufre, eux, vont gagner 2 électrons, 2 cases. Le fluor, le chlore vont gagner 1 électron pour être stable. D'accord? J'espère que ça va. Donc voilà pour l'exercice. Alors juste oui, il y avait dans vos exercices, vous avez également ça. On vous dit d'en déduire la formule du fluorure de sodium. Alors le fluorure de sodium, c'est donc, on en a déjà parlé dans un chapitre précédent, c'est un solide ionique formé d'ion fluorure et formé d'ion sodium, donc formé d'ion Na+, et formé d'ion F-. Donc on voit qu'on a une charge plus, une charge moins, donc on va pouvoir, en associant les deux, avoir un solide neutre. Donc la formule ici du fluorure de sodium, ce sera NaF et solide. Attention, si vous avez un ion chargé 2 fois plus et un ion chargé 1 fois moins, il faudra mettre des coefficients, hein, on l'a déjà vu, pour avoir quelque chose de neutre. Ensuite, la question d'après, on vous parle de fluor de calcium dans l'étiquette de dentifrice. On vous demande si c'est des atomes, des ions ou des éléments. On n'a aucune idée. Alors, il se trouve que normalement, c'est des ions, hein, mais là, on ne le sait pas. Donc, c'est les éléments fluor et calcium. On ne sait pas a priori sous quelle forme ils se trouvent. Alors, après, vous avez
une partie sur le calcium, justement, donc qui existe sous forme d'ion Ca2+. On vous demande d'indiquer le nombre d'électrons qui composent cet ion ainsi que sa structure électronique et est-il stable. Alors on vous donne son numéro atomique, Z égale 20, donc on fait pareil. Alors là il y a une petite chose, le calcium on dépasse un petit peu ce qu'on avait vu. Il a 2 électrons de plus que l'argon, donc du coup c'est 4s après 3p, hein, 4s2. Et alors du coup lui il va essayer de ressembler à l'argon, donc du coup il va perdre 2 électrons, c'est pour ça qu'on forme Ca2+, pour réussir à avoir la structure électronique de l'argon qui est ici. Et donc, il va avoir au final 18 électrons comme l'argon et respecter la règle de l'octet. Donc, il est stable, Ca2+. Alors, la dernière question, c'était un peu pour voir par rapport à ce qu'on avait fait dans le chapitre 3. Exprimer la charge de l'ion calcium. Alors, vous voyez que l'ion calcium, il a 2 charges de plus. Ça veut dire qu'il a perdu le calcium, l'atome a perdu 2 électrons. Donc au départ, l'atome avait autant de protons que d'électrons, mais pour former l'ion, on a perdu 2 électrons, donc on se retrouve ici. Donc ça veut dire qu'au final, il y a un déséquilibre entre protons et électrons, et il y a 2 protons en trop par rapport au nombre d'électrons. On n'a pas gagné de protons, mais comme on a perdu des électrons, on a un déficit en électrons, et donc on a 2 protons en plus. Et donc vous vous souvenez que la charge d'un proton, c'est petit e. S'il y a 2 protons en plus par rapport aux électrons, on aura comme charge électrique, je vous rappelle c'est Q, la lettre associée à la charge, 2 fois petit e. Voilà. Alors j'espère que ça va aller mieux pour faire les exercices. L'exercice numéro 29, je vous demande de me le rendre pour que vous travailliez le chapitre, évidemment. Essayez de me le rendre en PDF s'il vous plaît, utilisez CamScanner, c'est très facile d'utilisation et c'est gratuit sur votre portable, c'est une appli gratuite. Et bon courage à tous, prenez soin de vous et n'hésitez pas à poser des questions encore s'il y aurait des choses problématiques. Je mets la suite du travail lundi et vous pouvez me rendre l'exercice 29 pour mardi. Et on se retrouvera après vendredi et je continuerai à faire des vidéos pour vous expliquer les choses si nécessaire. Voilà. Bon courage à tous.